P, le matériel du rêve, la mémoire dans le rêve, que tout le matériel composant le contenu de rêve soit issu d'une façon ou d'une autre du vécu, donc qu'il soit reproduit, remémoré dans le rêve. Voilà au moins qui constitue pour nous une connaissance incontestée. Ce serait pourtant une erreur de supposer qu'une telle corrélation entre le contenu de rêve et la vie de veille doit se dégager sans peine comme un résultat qui saute aux yeux. Une fois posée la comparaison, cette corrélation doit au contraire être attentivement recherchée et elle sait se cacher pendant longtemps dans toute une série de cas. La raison réside dans un certain nombre de particularités que comporte la capacité de remémoration dans le rêve et qui, bien que communément remarquées, se sont cependant soustraites jusqu'ici à toute explication. Il vaudra la peine de prendre en compte ces caractères dans le détail. Il arrive d'abord que survienne dans le contenu de rêve un matériel qu'à l'état de veille on ne reconnaît pas ensuite comme appartenant à ce qu'on sait et à ce qu'on a vécu. On se souvient bien qu'on a rêvé ce dont il s'agit, mais on ne se souvient pas qu'on l'ait vécu ni quand. On reste alors dans le vague, sans savoir à quelle source du rêve on l'a puisé. Et l'on est sans doute tenté de croire à une activité productrice autonome du rêve, jusqu'à ce que, souvent longtemps après, une nouvelle expérience vécue restitue le souvenir donné pour perdu de l'expérience vécue antérieure et met ainsi à découvert la source du rêve. Il faut alors avouer qu'on avait su et remémorer dans le rêve quelque chose qui, à l'état de veille, était soustrait à la capacité de remémoration. Delboeuf raconte un exemple de ce genre, particulièrement impressionnant, tiré de sa propre expérience du rêve. Dans le rêve, il voyait la cour de sa maison couverte de neige et trouvait deux petits lézards à demi raides de froid ensevelis sous la neige. Qu'en ami des bêtes, il recueillait, réchauffait et rapportait dans la petite cavité de la muraille. Enseveli sous la neige, quand, ami des bêtes, il recueillait, réchauffait et rapportait la petite cavité de la muraille qui leur était destinée. De plus, il leur mettait quelques feuilles d'une petite fougère qui poussait sur le mur et qu'ils aimaient beaucoup, comme ils savaient. Dans le rêve, ils connaissaient le nom de la plante, Asplenium ruta muralis. Le rêve continuait alors, revenait, après un intermède, au lézard et montrait à Delboeuf, tout étonné, de nouvelles petites bêtes qui s'étaient jetées sur les restes de la fougère. Ensuite, il portait son regard vers la campagne, voyait un sixième lézard prendre le chemin du trou dans le mur et finalement toute la route était couverte par une procession de lézards cheminant tous dans la même direction, etc. Le savoir de Delboeuf, à l'état de veille, ne comprenait que peu de noms latins de plantes et n'incluait pas la connaissance d'un asplenium. À son grand étonnement, il lui fallut se convaincre qu'une fougère de ce nom existe effectivement. Asplenium ruta muraria était sa dénomination exacte, que le rêve avait un peu déformée. On ne pouvait certes pas penser à une coïncidence fortuite, mais d'où Delboeuf avait tiré dans le rêve la connaissance du nom Asplenium. C'est ce qui, pour lui, resta énigmatique. Le rêve avait eu lieu en 1862. 16 ans plus tard, le philosophe aperçoit chez un de ses amis à qui il rend visite un petit album avec des fleurs séchées, de ceux qui sont vendus aux étrangers comme cadeaux souvenirs dans certaines régions de Suisse.
Un souvenir monte en lui. Il ouvre l'herbier, trouve dans celui-ci la splénium de son rêve et reconnaît sa propre écriture dans le nom latin qui avait été ajouté. Il était maintenant possible d'établir la corrélation. Une sœur de cet ami, en 1860, 2 ans avant le rêve des lézards, avait, pendant son voyage de ses noces, rendu visite à Delbeuf. Elle avait alors avec elle cet album destiné à son frère, et Delbeuf se donna la peine d'écrire sous la dictée d'un botaniste, à côté de chacune des petites plantes séchées, le nom latin. La faveur du hasard qui rend cet exemple si digne d'être communiqué permet à Delbeuf de ramener encore à sa source oubliée un autre fragment tiré du contenu de ce rêve. Un jour de 1887, un vieux volume d'une revue illustrée lui tomba entre les mains, dans laquelle il vit reproduit tout le cortège des lézards, comme il l'avait rêvé en 1862. Le volume portait la date de 1861, et Delbeuf put se souvenir que, depuis la parution de la revue, il avait fait partie de ses abonnés, que le rêve dispose de souvenirs auxquels l'état de veille ne peut accéder. C'est là un fait si remarquable et théoriquement significatif que j'aimerais renforcer l'attention qu'on lui porte en communiquant encore d'autres rêves hypermnésiques. Maury raconte que durant un certain temps, le mot Moussidane lui venait habituellement à l'esprit pendant la journée. Il savait que c'était le nom d'une ville française, mais rien de plus. Une nuit, lui vint en rêve un entretien avec une certaine personne qui lui dit qu'elle venait de Moussidane et qui, lorsqu'il demanda où se trouvait la ville, donna pour réponse « Moussidane est un chef-lieu de canton du département de la Dordogne. » Réveillé, Maury n'accorda pas foi à l'information obtenue dans le rêve, mais le dictionnaire géographique lui enseigna qu'elle était parfaitement juste. Dans ce cas, le savoir du rêve a été confirmé, mais la source oubliée de ce savoir n'a pas été repérée. Jessin, page 55, raconte un épisode de rêve tout à fait analogue datant de temps plus anciens. On relève entre autres le rêve de Scaliger, l'ancien Hennings, page 300, qui écrivit un poème à la louange des hommes célèbres de Vérone et à qui apparut en rêve un homme qui dit se nommer Brugnon Luxus. Il se plaignit d'avoir été oublié, bien que Scaliger ne se souvint pas d'en avoir jamais entendu parler. Il fit cependant des vers sur lui, et son fils apprit plus tard à Vérone qu'autrefois un tel Bruniolus y avait été célébré comme critique. Le marquis d'Hervert de Saint-Denis, d'après Vachide, page 232, raconte un rêve hypermnésique qui se distingue par la particularité toute spéciale que c'est dans un rêve lui faisant suite que s'effectue l'identification d'un souvenir auparavant non reconnu. Je rêvais une fois d'une jeune femme aux cheveux blonds dorés que je voyais en train de bavarder avec ma sœur tout en lui montrant un travail de broderie. Dans le rêve, il me parut m'être très connu. Je pensais même l'avoir vu à plusieurs reprises. Après le réveil, j'ai devant moi ce visage encore plein de vie, mais je ne peux absolument pas le reconnaître. Je me rendors alors. L'image du rêve se répète.
Dans ce nouveau rêve, j'adresse maintenant la parole à la dame blonde et je lui demande si je n'ai pas eu déjà le plaisir de la rencontrer quelque part. Certainement, répond la dame. Souvenez-vous donc seulement des bains de mer de Pornic. Aussitôt, je me réveillai de nouveau, et je peux alors me rappeler en toute certitude les détails auxquels était rattaché ce gracieux visage du rêve. Le même auteur, cité par Vachid, page 233, rapporte: un musicien qu'il connaissait entendit une fois en rêve une mélodie qui lui parut complètement nouvelle. C'est seulement plusieurs années plus tard qu'il trouva celle-ci notée dans un vieux recueil de morceaux de musique qu'il ne se souvient toujours pas avoir eu en main auparavant, 1914, en un endroit qui n'est malheureusement pas accessible. Proceedings of the Society for Psychical Research, Myers a, paraît-il, publié tout un recueil de rêves hypnomnésiques de ce genre. Selon moi, quiconque s'occupe des rêves ne pourra que reconnaître comme un phénomène très habituel le fait que le rêve témoigne de connaissances et de souvenirs que celui qui veille estime ne pas posséder. Dans les travaux psychanalytiques avec des nerveux, que je rapporterai plus tard, je suis plusieurs fois par semaine en mesure de prouver aux patients, à partir de leurs rêves, qu'ils connaissent à vrai dire très bien les citations, les mots obsèdes, etc., et qu'ils s'en servent dans le rêve, bien qu'ils les aient oubliés dans la vie de veille. Je vais encore communiquer ici un cas innocent d'hypermnésie du rêve, parce que, dans ce cas, la source d'où provenait la connaissance accessible au seul rêve put être très facilement trouvée. Un patient rêva, dans un ensemble plus long, qu'il se faisait servir dans un café une kontušovka, me demanda après le récit ce que cela pouvait bien être. Il n'avait jamais entendu le nom. Je pus répondre que Kontuszowska était une eau de vie polonaise qu'il ne pouvait avoir inventée dans le rêve, puisque le nom m'était connu depuis longtemps déjà, par des affiches. L'homme ne voulut pas tout d'abord m'accorder foi. Quelques jours plus tard, au café, après avoir fait que son rêve devint réalité effective, il remarqua le nom sur une affiche, et ce, à un coin de rue où il était forcément passé depuis des mois, au moins 2 fois par jour. J'ai moi-même appris, avec mes propres rêves, combien, lorsqu'il s'agit de découvrir la provenance de tel ou tel élément de ce rêve, on reste dépendant du hasard. C'est ainsi que pendant des années, avant la rédaction de ce livre, me poursuit l'image d'un clocher à la forme très simple que je ne pouvais me souvenir avoir vu. Je le reconnus ensuite soudainement et avec une totale certitude à une petite station entre Salzbourg et Reichenhall. C'était dans la deuxième moitié des années 90 et j'avais fait le parcours pour la première fois en 1886. Des années plus tard, alors que je m'occupais déjà intensément de l'étude des rêves, l'image de rêve revenant fréquemment, un certain lieu bizarre devint franchement un fardeau pour moi. Je voyais, dans une relation spatiale déterminée à ma personne, à ma gauche, une pièce sombre d'où ressortaient, éclairées, plusieurs figures de grès grotesques, une lueur de souvenirs à laquelle je ne voulais vraiment croire, me disait que c'était l'entrée d'une taverne, mais je ne réussis à éclaircir ni ce que je voulais signifier cette image de rêve, ni d'où elle provenait. En 1907, je vins par hasard à Padoue, qu'à mon grand regret, je n'avais pu revisiter depuis 1895. Ma première visite dans la belle ville universitaire était restée insatisfaisante. Je n'avais pu voir les fresques de Giotto à la Madonna de la Reine, et je fis demi-tour au milieu de la rue menant lorsqu'on m'annonça que la petite église était fermée ce jour-là. Lors de ma deuxième visite, 12 ans plus tard,
Je pensais me dédommager et cherchais avant tout le chemin de la Madonna dell'Arena, dans la rue menant à ma gauche par rapport à la direction de mon chemin. Vraisemblablement à l'endroit où en 1895 j'avais fait demi-tour. Je découvris le lieu que j'avais si souvent vu en rêve, avec les figures de grès qui s'y trouvaient. C'était en effet l'entrée d'un jardin-restaurant, 1909. Une des sources d'où le rêve tire le matériel appelé à être reproduit. Un matériel qui pour partie n'est pas remémoré et n'est pas utilisé dans l'activité de pensée de l'état de veille. C'est la vie d'enfance. Je ne citerai que quelques-uns des auteurs qui ont remarqué et soulignent cela. Hildebrandt, il a déjà été expressément admis que le rêve, par moments avec une admirable force de reproduction, ramène fidèlement devant notre âme des processus tout à fait lointains et même oubliés, provenant des époques les plus éloignées. Strumpel, page 40. Les choses se renforcent encore si l'on remarque que le rêve extrait parfois, pour ainsi dire, des plus épaisses masses de cravates déposées par les époques ultérieures sur les expériences de jeunesse les plus reculées, des images tout à fait intactes et possédant une fraîcheur originelle de tel ou tel lieu, chose, personne individuelle. Cela ne se limite pas seulement à ces impressions qui, lors de leur apparition, ont bénéfice d'une vive conscience ou bien se sont reliés à forte valeur psychique et font alors retour plus tard dans le rêve en tant que souvenir proprement dit dont la conscience se réjouit une fois réveillée. La profondeur de la mémoire du rêve englobe aussi, qui plus est, ces images de personnes, choses, lieux et expériences vécues des époques les plus reculées, qui, ou bien ne possédaient qu'une conscience minime, n'avaient aucune valeur psychique, ou bien avaient perdu depuis longtemps l'une comme l'autre, et qui, pour cette raison ici, apparaissent aussi bien dans le rêve qu'après le réveil comme complètement étrangères et inconnues, jusqu'à ce que leur origine reculée soit découverte. Volkild, page 119. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est à quel point les souvenirs d'enfance et de jeunesse entrent volontiers dans le rêve, ce à quoi nous ne pensons plus depuis longtemps, ce qui a perdu pour nous toute importance depuis longtemps. Le rêve nous y renvoie infatigablement. La domination du rêve sur le matériel d'enfance, lequel, on le sait, disparaît pour la plus grande part dans les lacunes de la capacité de remémoration consciente, donne lieu à d'intéressants rêves hypermnésiques dont je vais tout de suite communiquer quelques exemples. Maury, Le sommeil, page 92, raconte qu'enfant il était fréquemment venu de Meaux, sa ville paternelle, à Tréport, située à proximité où son père dirigeait la construction d'un pont. Une nuit, le rêve le transporte à Tréport et le fait jouer à nouveau dans les rues de la ville. Un homme s'approche de lui, portant une sorte d'uniforme. Maury lui demande son nom. Il se présente. Il s'appelle C. et est gardien de pont. Une fois réveillé, Maury, doutant encore de la réalité effective du souvenir, demande à une vieille servante qui est auprès de lui depuis l'enfance si elle peut se souvenir d'un homme de ce nom. La réponse est, bien sûr, il était le gardien du pont que votre père a construit à l'époque. Maury rapporte un exemple tout aussi joliment confirmé du caractère certain du souvenir d'enfance survenant dans le rêve, celui d'un M.F. qui, enfant, avait grandi à Montbrisson. Cet homme décida, 25 ans après son départ, de rendre visite à nouveau à son pays et aux vieux amis de la famille qu'il n'avait pas vus depuis. Dans la nuit précédant son départ en voyage, il rêve qu'il est parvenu à destination et qu'il rencontre à proximité de Montbrisson un monsieur dont la physionomie lui est inconnue, qui lui dit qu'il est M.T., un ami de son père. Le rêveur savait qu'il avait connu enfant un monsieur de ce nom, mais à l'état de veille, il ne se souvenait plus de son aspect. Quelques jours plus tard,
Arrivé cette fois effectivement à Montbrisson, il retrouve le lieu du rêve tenu pour inconnu et rencontre un monsieur qu'il reconnaît immédiatement comme l'était du rêve. Sauf que la personne effective était considérablement plus âgée que l'image de rêve ne l'avait montré. Je puisse raconter ici l'un de mes propres rêves dans lequel l'impression à remémorer est remplacée par une relation. Je vis dans un rêve une personne dont je savais en rêve que c'était le médecin de mon pays natal. Son visage n'était pas net. Il se mélangeait avec la représentation d'un de mes professeurs de lycée qu'il m'arrive encore de rencontrer aujourd'hui. La relation mettant les deux personnes en connexion, je ne puis ensuite, à l'état de veille, la déceler. Mais lorsque j'interrogeais ma mère sur le médecin de mes premières années d'enfance, j'appris qu'il avait été borgne, et borgne est aussi le professeur de lycée dont la personne avait recouvert dans le rêve celle du médecin. Il y avait 38 ans que je n'avais plus vu le médecin et je ne sache pas que j'ai jamais pensé à lui dans la vie de veille. Il semblerait qu'on cherche à créer un contrepoids contre le trop grand rôle des impressions d'enfance dans la vie de rêve, quand plusieurs auteurs affirment que dans la plupart des rêves, des éléments provenant des jours les plus récents peuvent être mis en évidence. Robert, page 46, déclare même, en général, le rêve normal ne s'occupe que des impressions des derniers jours écoulés. Nous apprendrons, il est vrai, que la théorie du rêve édifiée par Robert exige impérativement ce repoussement des impressions les plus anciennes et cette mise en avant des plus récentes. Mais le fait qu'énonce Robert existe bel et bien, ainsi que je puisse l'assurer d'après mes propres investigations. Un auteur américain, Nelson, estime que sont le plus souvent exploitées dans le rêve des impressions de la journée précédant le jour du rêve ou de la journée d'avant, comme si les impressions du jour précédent, immédiatement le rêve, n'étaient pas suffisamment affaiblies, éloignées. Ce qui a frappé plusieurs auteurs qui n'ont pas voulu mettre en doute la corrélation intime entre le contenu du rêve et la vie de veille, c'est que des impressions occupant intensément les pensées vigiles n'apparaissent dans le rêve que lorsqu'elles ont été dans une certaine mesure poussées de côté par le travail de pensée du jour. Ainsi, en règle générale, on ne rêve pas les premiers temps d'un être cher qui est mort, tant que le deuil accapare entièrement les survivants de l'âge. Cependant, l'une des dernières observatrices, Miss Hallam, a aussi rassemblé des exemples du comportement contraire et soutient à l'appui de ce point le droit de l'individualité psychologique. La troisième particularité de la mémoire dans le rêve, la plus remarquable et la plus incompréhensible, se trouve dans le choix du matériel reproduit, dans la mesure où ce n'est pas seulement, comme à l'état de veille, ce qui est le plus significatif qui est tenu pour digne du souvenir, mais aussi ce qui est le plus indifférent, le plus inapparent. Je laisse là-dessus la parole aux auteurs qui ont donné à leur étonnement l'expression la plus vigoureuse. Hildebrandt, page 11. Car ce qui est le plus remarquable, c'est que le rêve prend ses éléments, en règle générale, non dans les grands événements marquants, non dans les puissants intérêts moteurs du jour passé, mais au contraire dans les à côté, pour ainsi dire dans les miettes sans valeur du passé récemment vécu ou situé plus loin en arrière, tel décès bouleversant dans notre famille, et dont les impressions font que nous nous endormons tard, restent effacées de notre mémoire, jusqu'à ce que le premier instant de veille le fasse revenir avec une violence affligeante. Par contre, la verrue sur le front d'un étranger qui nous a croisés et à qui nous ne pensions plus un seul instant une fois que nous l'avions dépassé, joue, elle, un rôle dans notre rêve. Strumper, page 39. Ces cas où la décomposition d'un rêve découvre des constitutions de celui-ci qui certes proviennent des expériences vécues du dernier ou de l'avant-dernier jour,
mais qui était cependant si insignifiant et dénué de valeur pour la conscience vigile que peu de temps après l'expérience de vie correspondante, ils sont succombés à l'oubli. Des expériences vécues de ce genre sont par exemple des propos entendus par hasard ou des actions d'un autre, remarquées de façon superficielle, des perceptions rapidement passées de choses ou de personnes, des petits morceaux isolés d'une lecture, etc. Havelock Ellis, page 727. The profound emotions of waking life, the questions and problems on which we spread our chief voluntary mental energy, are not those which usually present themselves at once to dream consciousness. It is, so far as the immediate past is concerned, mostly the trifling, the incidental, the forgotten impressions of daily life which reappear in our dreams. The psychic activities that are awake most intensely are those that sleep most profoundly. Binz, page 45, prend précisément prétexte de ces mêmes particularités de la mémoire dans le rêve pour exprimer son insatisfaction quant aux explications du rêve qu'il a lui-même soutenu. Et le rêve naturel nous pose des questions semblables. Pourquoi ne rêvons-nous pas toujours les impressions mémorielles des jours vécus en dernier, mais plongeons-nous souvent, sans aucun motif reconnaissable, dans un passé presque éteint, situé loin derrière nous? Pourquoi, dans le rêve, la conscience reçoit-elle si souvent l'impression d'images mnésiques indifférentes, alors que les cellules du cerveau, là où elles portent en elles les marques les plus stimulables du vécu, restent le plus souvent muettes et figées, à moins que quelque chose de tout frais ne soit venu peu auparavant les exciter pendant la veille? On voit facilement comment la prédilection singulière de la mémoire du rêve pour ce qui est indifférent et de ce fait négligé dans les expériences vécues du jour devait conduire la plupart du temps à méconnaître d'une façon générale la dépendance du rêve par rapport à la vie diurne et ensuite à rendre pour le moins difficile la démonstration de celle-ci dans chaque cas isolé. C'est ce qui permit à Miss Whitney Calkins, dans le traitement statistique de ses rêves, et de ceux de son compagnon, en retenir malgré tout 11% dans lesquels une relation à la vie diurne n'était pas perceptible. Hildebrandt a sûrement raison d'affirmer que toutes les images de rêve s'expliqueraient pour nous génétiquement si chaque fois nous mettions suffisamment à profit temps et concentration pour retracer leur provenance. Il est vrai qu'il nomme cela une affaire extrêmement laborieuse et ingrate, car cela aboutirait la plupart du temps à dénicher dans les coins les plus reculés de cette chambre qui est la mémoire toutes sortes de choses sans aucune valeur psychique, à remettre au jour toutes sortes de moments totalement indifférents ici d'un temps depuis longtemps passé, en les tirant de l'ensevelissement que leur avait peut-être déjà fait subir l'heure suivante. Mais il me faut pourtant regretter que ce perspicace auteur se soit vu découragé de poursuivre une voie qui, au départ, n'avait l'air de rien et l'aurait immédiatement conduit au sombre de l'explication du rêve. La façon de faire de la mémoire du rêve est assurément des plus significatives pour toute théorie de la mémoire en général. Elle nous apprend que rien de ce que nous avons une fois possédé en esprit ne peut se perdre totalement. Chose, page 34, ou comme l'exprime Delboeuf, que toute impression même, la plus insignifiante, laisse une trace inaltérable, indéfiniment susceptible de reparaître au jour, une conclusion à laquelle poussent également tant d'autres phénomènes pathologiques de la vie d'âme. Or, il faut garder en vue cette extraordinaire capacité de fonctionnement de la mémoire dans le rêve pour ressentir vivement la contradiction que doivent nécessairement poser certaines théories du rêve, dont il serait question plus loin, qui prétendent expliquer l'absurdité et l'incohérence des rêves par un oubli partiel de ce qui nous est connu pendant la journée. Il pourrait éventuellement venir à l'idée de réduire purement et simplement le phénomène du rêvé à celui du remémoré,
de voir dans le rêve la manifestation d'une activité de reproduction qui, même la nuit, ne s'arrête pas, qui serait à elle-même sa propre fin, concorderait avec cette thèse des communications comme celle de Pilz, suivant lesquelles de solides relations entre le temps du rêvé et le contenu des rêves peuvent être mises en évidence dans la mesure où, dans le sommeil profond, ce sont des impressions des temps les plus anciens qui sont reproduites par le rêve, vers le matin en revanche des impressions récentes. Mais une telle conception devient dès l'abord invraisemblable, étant donné la façon dont le rêve procède avec le matériel à remémorer. Strumper attire avec raison l'attention sur le fait qu'il ne se produit pas dans le rêve de répétition d'expériences vécues. Le rêve en fait bien l'amorce, mais le maillon suivant est absent. Il entre en scène modifié, ou bien un maillon tout à fait étranger apparaît. Le rêve n'apporte que des fragments de reproduction. C'est là sûrement la règle. Au point de permettre une exploitation théorique, il se produit cependant des exceptions dans lesquelles un rêve répète une expérience vécue tout aussi complètement que notre souvenir en est capable à état de veille. Delboeuf raconte qu'un de ses collègues d'université est passé en rêve par tous les détails d'un dangereux voyage en voiture au cours duquel il n'a échappé à un accident que comme par miracle. Miss Calkins mentionne deux rêves qui avaient pour contenu l'exacte reproduction d'une expérience vécue d'un jour précédent, et j'aurai moi-même plus tard l'occasion de communiquer un exemple dont j'ai eu connaissance, celui d'un retour en rêve, sans modification, d'une expérience vécue d'enfance.